Et, c'est pas encore fini? Je vais être en retard pour mon brunch dominical. C'était un murmure provenant du premier rang, un de ces chuchotements qui n'auraient jamais dû m'atteindre sur scène. Pourtant, cette voix, comme si elle était amplifiée par un micro invisible, a résonné distinctement contre mes tympans. Cette voix appartenait à ma sœur, Chloé. Elle était affalée contre l'épaule de mon mari, Julien, affichant un ennui profond. Chut, Mathilde prononce son discours, a tenté de la réprimander ma mère, Éléonore, mais sans conviction. Chloé n'en avait cure. À cet instant précis, j'ai cru entendre le fracas de mes 2 années d'efforts acharnés, de ces journées trempées de sueur et de caféine, éclater comme des bulles de savon avant de s'évanouir dans l'air. Nous étions dans le grand amphithéâtre d'une prestigieuse grande école de commerce parisienne. Tout en endurant un rythme épuisant dans un grand cabinet de conseil de la défense, j'avais sacrifié mon sommeil et la moindre parcelle de ma vie privée pour obtenir mon MBA et l'honneur suprême d'être major de promotion. Ce discours était censé être l'aboutissement de tout cela, un message d'espoir pour l'avenir au nom de tous les diplômés. Mais pour ma famille, le brunch hebdomadaire et m'as-tu vu de ma sœur comptaient bien plus que ce tournant décisif de ma vie. J'ai continué mon discours, les observant froidement. Chloé a donné un coup de coude à Julien. Julien a posé une main sur l'épaule de ma mère. Ma mère a effleuré le bras de mon père, Philippe. Un signal silencieux a circulé entre eux. Puis, comme s'ils s'étaient coordonnés à la seconde près, ils se sont tous levés d'un bond. Cela faisait à peine 5 minutes que j'avais commencé à parler. Un murmure de confusion a parcouru la salle. Personne n'avait jamais vu une famille entière quitter l'assemblée pendant le discours de la major. Ils n'ont même pas feint de se soucier du regard de l'assistance ou de ma présence sur l'estrade, traversant l'allée avec une élégance dédaigneuse vers la sortie. Quand je les ai vus disparaître derrière les lourdes portes en chêne, aucune larme n'est tombée. J'ai seulement entendu le crépitement sourd de quelque chose qui commençait à brûler au plus profond de mon cœur. C'est là que j'ai compris que ma véritable cérémonie de remise des diplômes commençait à cet instant précis. Je me suis penchée vers le micro et j'ai poursuivi mon allocution, la voix plus claire et plus assurée que jamais. Je n'avais plus un mot à leur adresser. Les applaudissements qui ont suivi étaient tonnerre et chaleur, mais pour mes oreilles, c'était un bruit lointain provenant d'un autre monde. En recevant mon diplôme et en descendant de scène, j'étais d'un calme olympien. À la fin de la cérémonie, le parvis de l'école débordait de rires et de félicitations. Mes amis se sont précipités vers moi. « Mathilde, ton discours était incroyable, tu as été magistrale. » J'ai souri et je les ai remerciés, mais j'éprouvais une sensation étrange. Comme si la version souriante de moi-même au centre de ce cercle et la version détachée qui observait la scène de loin étaient en train de se séparer. Alors que mes camarades embrassaient leurs parents, je me suis discrètement éloignée du brouhaha. Comme je m'y attendais, aucune notification n'apparaissait sur l'écran de mon téléphone. Pourquoi étais-je si calme? Pourquoi n'avais-je pas envie de hurler de tristesse ou de rage? Je connaissais la réponse mieux que quiconque, parce que je savais depuis longtemps qui ils étaient vraiment, et parce que je préparais ce jour avec une minutie chirurgicale. J'avais épousé Julien à une période frénétique où je préparais mon entrée en MBA. Alors que nous cherchions un appartement, ma mère nous avait suggéré: Mathilde, vous devriez emménager avec nous dans l'hôtel particulier familial le temps que tu finisses tes études. Je m'inquiète pour ta santé, et puis, vous économiserez un loyer parisien exorbitant. Tu vas être épuisé entre le travail et les révisions, je m'occuperai de l'intendance et des repas. En apparence, c'étaient les mots d'une mère protectrice, mais je lisais ses intentions comme dans un livre ouvert. Elle voulait nous garder sous sa coupe, financièrement et émotionnellement, et faire reposer leur train de vie sur mes épaules. Au moment où j'allais refuser, Julien m'avait serré la main en disant avec des yeux sincères: « Ta mère a raison, je veux te soutenir de près avec ta famille pendant que tu poursuis ton rêve. » Au début de notre mariage, il était sérieux et je l'ai cru. À partir du moment où j'ai accepté, une relation de codépendance toxique s'est installée. En échange du logement, je réglais la quasi-totalité des charges domestiques. Cette règle tacite s'est transformée en une exigence. Il était devenu naturel que Mathilde finance le style de vie extravagant de la famille. Les prétendus frais de vie que je versais étaient devenus un gouffre financier qui grandissait au rythme de leur avidité.
Le budget alimentaire avait explosé car tous les ingrédients luxueux pour les brunchs de Chloé étaient facturés sur le compte commun. Les plateaux de traiteurs de luxe et les bouteilles de Ruinart à plusieurs centaines d'euros passaient dans les frais de maison. Tout ce que Chloé utilisait pour épater ses amis de la jet-set parisienne m'était sournoisement facturé. En d'autres termes, le statut social de ma sœur était littéralement bâti sur ma sueur. Même Julien avait changé. Il travaillait auparavant dans un petit studio de design dans le Marais et parlait avec passion de lancer sa propre marque. Mais en me voyant réussir, grimper les échelons et mener des projets d'envergure, son ego s'était effrité. Il s'était mis à se plaindre de son patron, puis à sécher le travail, avant d'annoncer un jour « Ce boulot tue ma créativité, j'ai besoin de temps pour me retrouver ». Il a démissionné. Ce fut le début de sa phase dite d'artiste. Avec mon argent, il achetait du matériel de peinture hors de prix et s'enfermait dans ce qu'il appelait son atelier, sans jamais rien achever. Ma réussite avait érodé sa fierté et il s'était réfugié dans la facilité, une faille dans laquelle Chloé s'était engouffrée avec habileté. Rapidement, dans le cercle des amis de ma sœur, Julien était devenu l'artiste énigmatique. On admirait ce bel homme détaché des contingences matérielles, marié à une femme de pouvoir comme Mathilde. Julien, portant une montre de luxe achetée avec mes primes, s'était mis à philosopher sur sa vie, se laissant griser par cette admiration factice. Le déclic de leur trahison est survenu il y a 6 mois. En vérifiant mes relevés bancaires, je suis tombé sur une facture salée provenant du bar panoramique d'un palace parisien. Ce jour-là, Julien m'avait dit qu'il visitait des galeries pour s'inspirer. Quand je l'ai confronté, il a répondu sans l'ombre d'un remords « Oh, j'ai discuté avec un galeriste, on a pris quelques verres. » Le week-end suivant, en voyant une photo postée par Chloé sur Instagram, mon sang n'a fait qu'un tour. Quelle belle surprise, merci comme toujours, écrivait-elle sous la photo d'un cocktail sophistiqué pris dans ce même bar de palace. Et sur la table de verre, on voyait le reflet d'une montre d'homme familière, placée là délibérément, celle de Julien. À cet instant, les pièces du puzzle se sont emboîtées. Avant la colère, c'est une certitude froide et absolue qui a envahi mon cœur. J'ai immédiatement appelé mon amie d'enfance, Léa, qui avait travaillé comme journaliste d'investigation. Léa, j'ai besoin d'un service. Je veux que tu enquêtes sur quelqu'un. Ma voix était si calme qu'elle m'a surprise moi-même. C'était le premier coup de gong de ma véritable remise de diplôme. Et aujourd'hui, le moment était enfin venu. Après la cérémonie, je suis rentrée dans une maison vide, j'ai jeté ma toge et j'ai sorti du fond de mon placard une tenue préparée pour l'occasion, une robe en soie fluide et élégante, quelque chose que la Mathilde rigide qu'il connaissait n'aurait jamais porté. Une seule valise à la main, sans prévenir personne, j'ai pris un taxi pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Quelques heures plus tard, j'atterrissais dans un paradis tropical bien loin de la grisaille parisienne, Saint-Barthélemy. En sortant de l'avion, une brise chargée de parfums de jasmin a caressé mes cheveux. Une voiture privée m'attendait pour m'emmener vers ma vraie demeure, une villa luxueuse nichée sur les hauteurs de Gustavia. C'était mon sanctuaire, acheté secrètement il y a des années. En ouvrant les baies vitrées, j'ai été accueilli par le turquoise étincelant de la mer des Caraïbes. Je me suis installé sur le transat au bord de la piscine à débordement. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. J'ai alors sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de ce paysage paradisiaque avec une bouteille de champagne bien frappée, et j'ai posté. Parfois, le travail acharné est récompensé de façon inattendue. Santé à mon vrai diplôme et au début de ma nouvelle vie. À peine quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Les notifications tombaient en cascade. Mathilde, c'est quoi ce délire? Tu es où? Appelle-nous immédiatement. Comment as-tu pu nous cacher que tu vivais dans un tel luxe? Les messages venaient de Chloé, Julien, mon père et ma mère. Leur brunch dominical était ruiné. Je les imaginais, le visage déformé par la rage, eux qui ne supportaient pas que l'outil censé les servir brille plus qu'eux. En 30 minutes, j'avais 64 appels manqués. Julien m'écrivait, on est mari et femme, arrête tes gamineries et rentre à la maison. Mais le chef-d'œuvre était le message de Chloé. Attends, tu es à Saint-Barth? Tu ne m'as rien dit. On est une famille, tu nous invites, n'est-ce pas?
On fera le prochain brunch là-bas. J'ai eu un rire amer. La famille? Celle qui m'abandonne sur scène pour aller piffrer du foie gras? J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fait sauter le bouchon de champagne. Il ne se rendait pas compte que ce n'était pas une escapade émotionnelle, mais un plan mûrement réfléchi. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert le dossier partagé avec Léa. Il contenait des mois de vérité soigneusement organisés. J'ai posté le premier fichier, une vidéo de la cérémonie de remise des diplômes montrant ma famille se levant et quittant l'amphithéâtre en plein milieu de mon discours. On y voyait Chloé bâiller d'ennui et presser Julien de partir. Les commentaires sur les réseaux sociaux ont immédiatement explosé d'indignation contre eux. Mais ce n'était que le début. J'ai ensuite déchaîné ce que Léa appelait « l'arme fatale », les preuves de la trahison de Julien. J'ai publié les photos de Julien et Chloé se rendant dans des chambres d'hôtel, s'enlaçant amoureusement. Ce n'était clairement pas une relation entre un beau-frère et une belle-sœur. Et le choc ne s'arrêtait pas là, le dossier contenait aussi des preuves que Julien entretenait une liaison avec une jeune influenceuse de 20 ans à qui il offrait des sacs de créateurs avec mon argent. J'ai joint les captures d'écran de mes relevés de cartes bancaires montrant que ces prétendus « frais de peinture » servaient en réalité à financer ses hôtels et ses cadeaux pour ses maîtresses. J'ai conclu par ces mots, voici le vrai visage de la famille qui m'a soutenue. Une sœur parasite et un mari infidèle qui ont dévoré mes économies. Aujourd'hui, je divorce de cette famille. Le lendemain, je suis retournée à Paris pour régler les derniers détails. En entrant dans l'hôtel particulier, j'ai trouvé un champ de bataille. Chloé, le visage défiguré par la haine, hurlait sur Julien, « Tu m'as trompé aussi avec cette gamine ? Tu lui as acheté des cadeaux ?» Elle s'était crue spéciale dans son rôle de maîtresse interdite, mais elle n'était qu'une parmi d'autres. Julien, en sueur, bégayait, « Chloé, c'était rien, c'est toi que j'aime. » Chloé a hurlé, « Tais-toi. La seule chose que tu as aimée, c'est la carte bleue de Mathilde. » Mes parents restaient pétrifiés au milieu des décombres de leur image de famille parfaite. On dirait que c'est animé ici sans moi, ai-je dit calmement. Ils se sont tous tournés vers moi avec des regards chargés de reproches. Mathilde, comment oses-tu? Tu nous as ruinés, a hurlé mon père. J'ai avancé vers lui, ruiné? Qui a abandonné sa fille sur scène? M'as-tu une seule fois considéré pour mes efforts ou seulement pour mon carnet de chèques? Ma mère a supplié en larmes, efface ces postes, je n'ose plus sortir dans le quartier. Je lui ai répondu avec un ton de glace, tu savais que cette famille était pourrie de l'intérieur et tu as choisi le silence pour préserver les apparences. C'est ça, l'amour maternel? Chloé, hystérique, m'a pointé du doigt, c'est ta faute, tu ne t'occupais pas assez de Julien. J'ai souri avec pitié, tu as raison, j'ai été idiote de ne pas voir que mon mari couchait avec ma propre sœur. Mais sache une chose, Chloé, pour lui, tu n'es qu'un jouet. Tu n'es rien sans l'argent des autres. Julien a rampé à mes pieds, Mathilde, je t'en prie, recommençons tout à zéro, on va aller à Saint-Barth ensemble. À cet instant, j'ai sorti un document de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table, l'acte de propriété de la villa à Saint-Barth, à mon seul nom. Ce n'était pas des vacances, Julien. C'était un retour chez moi. Mon père a balbutié, c'est impossible, ton salaire de consultante ne permet pas ça. J'ai alors révélé la vérité finale, pendant mes études à Polytechnique, j'ai fondé une start-up informatique avec des amis. Vous pensiez que c'était un passe-temps, mais je l'ai revendu il y a 3 ans à un groupe international pour une somme qui représente des dizaines de fois ce que vous gagnerez en une vie. J'ai bâti ma fortune seule. J'ai ensuite posé le dossier de divorce, notre mariage s'arrête là. Je ne demande pas de prestations compensatoires, mais tu vas rembourser chaque centime dépensé sur mes comptes. Sinon, on se voit au tribunal. J'ai regardé ces 4 êtres brisés et j'ai conclu, vous vous méritez les uns les autres. Restez dans votre boîte dorée à vous entre-déchirer. Le prix pour avoir gâché ma remise de diplôme est élevé, mais ce n'est que la conséquence de vos choix. Je suis partie sans un regard en arrière. 6 mois ont passé. Je vis désormais à Saint-Barthélemy. Léa est devenue mon associée dans ma nouvelle entreprise qui prospère.
Julien a tout perdu, sa réputation est détruite et il vit dans un petit studio en banlieue, survivant grâce à des petits boulots de manutention. Chloé a été bannie de tous les cercles sociaux de Paris, ses amis ayant disparu dès que les rumeurs de fraude et de parasitisme ont fuité. Elle a supprimé ses comptes et vit recluse. Mes parents subissent le mépris des voisins et les ragots incessants du quartier. Quant à moi, j'organise parfois des petits dîners sur ma terrasse avec de vrais amis, des moments simples remplis de rires sincères. Ici, dans le silence et la liberté que j'ai enfin conquis, je continue d'avancer, vivant enfin ma vraie vie.